Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, c'est la partie 2 sur Clipper. Dans la première partie, on avait vu comment installer Clipper avec toutes les patentes autour, mais on n'avait pas vu comment configurer l'imprimante. Donc après avoir installé Clipper, il faut configurer le printer.cfg. Je vous recommande peut-être, si vous êtes un débutant avec Clipper, de trouver un printer.cfg pour votre imprimante qui fonctionne, puis de le modifier au besoin. Parce que partir de zéro, vous allez vous casser la tête, ou du moins partir du fichier de base, vous allez vous casser la tête. Donc, si vous commencez avec Clipper, trouvez un fichier printer.cfg pour votre imprimante et modifiez-le. Des fois, il y a des fabricants qui vont fournir le fichier pour Clipper, donc tant mieux. Comme par exemple, dans le cas d'Effelson, il y a certaines imprimantes qui viennent avec le printer.cfg, mais d'autres non. Donc, on va regarder les différentes sections. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'options de plus que ce que je vais parler. Mais j'ai choisi les items dans le printer.cfg qui sont les plus utilisés. Il y en a qui sont très peu utilisés, ou il y en a qui vont être utilisés dans des contextes vraiment différents. Mais pour, on va dire, 90% des gens à la maison, ça va répondre aux besoins. Là, si vous me dites « Dominique, tu as oublié de parler de ça », c'est possible. Okay? Dans une autre vidéo, on va parler du Pressure Advance et de la résonance. Ce ne sera pas dans cette vidéo-ci. C'est la vidéo qui va suivre après, la partie 3. Mais puis ça se peut qu'il y ait une option que vous désirez et que je n'ai pas parlé là-dedans. Alors, je vous recommande d'aller voir simplement sur le site de Clipper. Toute la documentation est là et elle est bien faite. Puis, il l'a aussi en français. Donc, je vous invite à aller voir. Donc, printer.cfg, première des choses, vous pouvez aller soit en SSH, aller le modifier, mais je vous recommande de passer par l'interface web. Alors, vous allez dans l'interface web, vous allez dans Machine, et puis là, il y a le fichier printer.cfg. Petite note. Faites une copie de sauvegarde avant, copiez le fichier ou du moins copiez l'intérieur du fichier parce que si vous effacez de quoi ou si vous faites une erreur, bien, au moins vous allez pouvoir comparer ou revenir à l'ancienne version. D'accord? Petit conseil d'un gars qui s'est déjà planté. Donc, on va regarder les différentes sections. Ils ne sont pas obligés d'être en ordre en passant dans le fichier, mais on va regarder chacune des options que ça veut dire. Donc, la section Stepper X, Stepper Y et Stepper Z. Ça, c'est pour les imprimantes cartésiennes. Les imprimantes Delta, ça va être Stepper A, Stepper B et Stepper C. Si vous avez une Delta et vous mettez Stepper X, ça ne marchera pas. On doit mettre A, B, C pour les Delta et pour les cartésiennes, Stepper X, Y et Z. Donc, Step Pin. Alors, là, on va mettre par exemple Step Pin 2.2. Alors, 2.2, ça va être la pin du step du driver. Alors, sur un driver, il y a une pin step. C'est la pin qui est là sur la carte mère. Si vous ne savez pas c'est laquelle, c'est simple. Allez voir dans la description de la carte mère du fabricant. Puis, souvent, vous allez voir, par exemple, que cette pin-là, c'est la pin 2.2. C'est comme ça qu'on arrive à le trouver. Donc, autre chose, vous pouvez aller voir aussi le fichier printer.cfg pour la carte mère. Par exemple, pour une SKR que j'ai utilisée là, dans une de mes imprimantes, il y avait déjà un fichier pour la SKR 2, donc les pins étaient déjà dedans. C'est ça. Si vous ne le savez pas, faites une petite recherche sur Google parce qu'il y a tellement de cartes. Il y a des MKS, il y a des SKR, il y a des duels, il y en a plein. Donc, ça va être à vous de trouver la bonne pin pour ça. Alors, dire pin, par exemple P2.6, ça, sur le driver, il y a une pin dire, c'est celle-là. Si vous voulez qu'elle soit inversée, vous mettez un point d'exclamation. Point d'exclamation, ça veut dire qu'au lieu d'être, mettons, tout le temps activée, elle va être tout le temps fermée. Ou si, au lieu d'être tout le temps fermée, elle doit être tout le temps activée. Donc, nous, si le moteur vire dans le mauvais sens, c'est la pin dire qu'il faut changer. Mettons, j'arrive pour faire mon home, puis le bed va complètement en avant au lieu d'aller en arrière. Alors, je vais dans mon printer.cfg, puis je mets un point d'exclamation avant le, mettons, P2.6, dire, 2 points, espace, point d'exclamation 2.6, puis là, le moteur va virer dans l'autre sens. Enable pin, même chose. Il y a des steppers qui ont besoin d'avoir la pin à enable tout le temps ou juste à l'occasion. Par exemple, dans mon cas, j'ai dû mettre un point d'exclamation pour que le moteur soit actif. Microstep. Alors, c'est le nombre de microsteps du moteur. Ça, c'est uniquement quand c'est géré par le driver. Il y a des drivers, par exemple, des A4988.
que je suis obligé de mettre des jumpers, des cavaliers là, sur la carte mère pour définir les microsteps. Mais si j'ai un TMC 2208 ou 2209, je peux le définir par le logiciel si le driver le permet. Donc ici, je peux définir mon nombre de microsteps. C'est quoi un microstep en passant? Un moteur NEMA 18, le moteur qu'on trouve sur les imprimantes, les steppers moteurs, ont normalement un angle de mouvement pour un step de 1,8 degrés. Donc, ça fait quoi, 200 steps par rotation. Sauf que ce n'est pas très précis et ça fait beaucoup de bruit. Alors, je peux diviser le 1,8 degrés jusqu'à 256 micro-mouvements. C'est-à-dire que c'est tous des champs magnétiques. Puis il va ajuster ces champs magnétiques pour faire juste un 256e de 1,8 degrés. Évidemment, plus mon nombre de microsteps est petit, moins ça va faire de bruit, mais je vais avoir un petit peu moins de torque aussi. Donc, c'est ça. Je le mets à 16, des fois à 256, dépendamment de l'imprimante, dépendamment si j'ai un système des gears, des engrenages. Mais c'est ça. Vous pouvez le mettre à 16 et le changer au besoin. Rotation distance 40. Ça, c'est la distance parcourue par la poulie lors d'une rotation complète. Après mon stepper moteur, j'ai une poulie. OK? Puis, si je veux faire un 200 steps, ben, ma courroie ou ma vis, peu importe, là, ma courroie va avoir parcouru 40 mm. Je le mets dans une courroie parce que c'est plus simple comme ça de le voir, là, parce qu'une vis hélicoïdale, c'est un petit peu différent. Ça serait la même rotation de distance, là, mais ce serait visuellement moins facile à comprendre. Donc ça, c'est ma distance de rotation. Vous pouvez le calculer avec un micromètre, avec le nombre dedans. Il y a différentes façons de le calculer ou chercher sur Internet. End stop pin. Ça, c'est la pin de mon détecteur de fin de course. Puis, si par exemple, mon détecteur, il détecte, mettons, je fais mon home, puis il dit, ah, déjà sur home, puis il n'a pas encore touché à ça, il faut que j'inverse peut-être mon détecteur de fin de course, ou mon détecteur de fin de course peut être en problème. Donc, pour l'inverser, même principe, un point d'exclamation avant la pin. Position end stop 0, c'est-à-dire que quand mon end stop va être déclenché, mon axe X, Y ou Z est dans quelle position. Par exemple, je peux avoir des beds où le bed va plus loin que ce que la buse peut imprimer. Alors là, mon end stop serait par exemple à moins 10, c'est-à-dire mon 0 serait 10 mm avant la fin du end stop. OK? Alors, c'est ça. Ou il y a des cartésiennes que le end stop est à la distance maximale. Autrement dit, il va venir complètement en avant, mon end stop va être à l'avant. Donc, mettons, j'ai un bed de 300 par 300, bien, mon end stop va être à la position 300. En général, le end stop est à la position 0. Position max 300, j'ai un bed de 300 par 300, donc, puis ma buse arrive directement sur le bord, au bout puis à la fin. Là. Donc, 0 pour la position end stop et 300 pour la position max. Donc, comme ça, puis si par exemple, dans une corps XY, des fois, je modifie la tête, puis je ne veux pas que la tête aille frapper sur les parois. Ben là, au lieu de, mettons, j'ai une 300 par 300 corps XY, ben, je peux peut-être dire 290 là, pour limiter, pour pas que la tête vienne frapper, par exemple, dans le devant de mon imprimante, ce genre de truc-là. Homing speed, alors ça, c'est la vitesse que je veux qu'elle aille à son point de home. Donc, moi, je le mets d'habitude quand même assez vite. J'aime pas ça quand ça se déplace super lentement pour faire son home. Fait que, c'est ça. Alors, c'est la même chose pour le stepper X, Y et Z. D'accord? On va voir tantôt qu'il y a d'autres types de Z. Je peux avoir... non, excusez-moi, il y a des choses qui se rajoutent pour le Z. Donc, X, Y, ça, c'est la même chose. On va regarder maintenant des extras que je peux rajouter pour le stepper X et stepper Y. Je peux rajouter un gear ratio. Gear ratio, c'est quoi? C'est par exemple si j'ai une boîte de démultiplication, un gearbox qui est à 5 pour 1. Allez, il va faire le calcul qu'il faut qu'il fasse, mettons, 5 tours pour que ça équivaut à 1 tour de l'autre côté. Position minimum. Okay? C'est comme le position max, mais position minimum. C'est-à-dire que je pourrais dire, ben, à partir, au lieu d'aller jouer avec mon position and stop, je mets mon position and stop à 0, puis la position min, je le mets à 10, parce que ma buse sort de mon bed lorsqu'elle est au 0, quelque chose de même. C'est ça. Ou je veux vraiment imprimer juste au centre du bed parce que les côtés sont froids ou peu importe. Là. Homing retract distance, ou okay? C'est faire une rétraction avant le homing. Par défaut, c'est 5 mm, c'est-à-dire lorsqu'il va faire son home, ben, il va bouger un petit peu. Normalement, on le voit plus pour le Z, mais on pourrait le mettre théoriquement sur un axe. Donc, homing retract speed, vitesse de rétraction, ici pour le Z, là,
Alors, le homing retract speed, excusez-moi, c'est pour le Z. Il va lever le Z un peu avant de faire bouger le bed. Donc, par défaut, c'est 5 mm. Si, par exemple, vous voulez être certain que le BL Touch ou quelque chose après la tête n'accroche pas, vous pouvez le faire monter de 10 mm. Puis, vous pouvez mettre le retract speed peut-être à, je sais pas, 20 mm par seconde, vu que c'est un Z. Alors, il va lever quand même assez vite, il va faire son homing. La seule chose qui est un petit peu étonnante, si votre axe est dans le bout complètement, bien, elle va forcer. Donc, si vous le mettez à 20 mm, puis il est dans le bout, il va forcer sur 20 mm. Tandis qu'il est à 5 mm, bien, il va lever un petit peu. Puis, même s'il est au bout de l'axe, ben, ça ne fera pas trop de bruit, là. Autre chose, normalement, les BL Touch, ce genre de trucs-là, sont à 2 mm au-dessus de la tête, puis descendent à 2 mm en dessous de la tête. Ils sortent d'à peu près 4 mm. Donc, normalement, à 5 mm, je suis sûr de ne pas rien accrocher. Donc, laissez ça à 5 mm. Second, homing speed. Vous savez, quand il fait 2 palpations, alors, il peut les faire les 2 très vite ou un rapidement, puis l'autre plus lentement. L'avantage de faire plus lentement, c'est qu'on gagne un petit peu en précision. Homing positive direction. Alors ça, je le mets à true ou false. Alors ça, c'est plus pour les, on va voir les corps XY, là. C'est que il va s'éloigner du 0 pour faire le homing. Il va aller dans l'autre direction. Il va aller jusqu'à 300. Donc, ça peut être pratique certains corps XY. Ceux qui ont déjà rencontré le problème que le home n'est pas au 0,0, c'est une corps XY, mais que le home est ailleurs sur la distance, bien, vous allez comprendre pourquoi ça peut être pratique. Donc, dans le fond, il va s'éloigner du 0 pour faire le homing. Normalement, je vais utiliser plutôt le position and stop pour ça, mais il est là. OK? Je l'ai mis là parce que moi, ça aurait été pratique, par exemple, pour une de mes imprimantes que j'avais avant. Bon, maintenant, on va voir le stepper Z. Stepper Z, même chose. J'ai step pin, dir pin, enable pin. Alors, c'est les mêmes choses. La rotation distance, si j'ai une cartésienne, puis que c'est une vis, alors là, ça va changer. Par exemple, si j'ai une vis hélicoïdale, ça va peut-être être 8. OK? Ce que je peux mettre de plus, c'est enable speed. Alors, excusez-moi, end stop pin. Excusez-moi, end stop pin. Là, je peux mettre une probe, je peux mettre différents trucs pour spécifier, par exemple, si j'ai un BL Touch ou pas. Je peux mettre aussi, si j'ai une probe, autrement dit, mettons, un BL Touch, je peux mettre un Z Virtual End Stop pour dire que le end stop est virtuel. Puis le position minimum, par exemple, -2, c'est que le BL Touch va sortir à 2 mm de la buse. C'est-à-dire que lorsque le BL Touch déclenche, ben, je sais que ma buse est à 2 mm de ça. Donc, il va descendre, lorsqu'il va vouloir imprimer, il va prendre la position du BL Touch, puis il va le faire descendre de 2 mm plus bas. Alors, ça, c'est ça. Maintenant, si par exemple, j'ai deux steppers Z, deux indépendants qui peuvent bouger comme ça, alors je peux mettre stepper une section, une nouvelle section qui s'appelle stepper Z1 et stepper Z2 si j'ai besoin. Et puis là, c'est les mêmes configurations que pour le stepper Z. Maintenant, on va parler de l'extrudeur. Alors, l'extrudeur, stepper, dir, enable, microstep, alors tout ça, c'est la même chose. Puis là, on arrive à nozzle diameter, qui lui est nouveau. Alors, ben, bon, il est nouveau parce qu'il n'était pas dans les autres. Alors ici, je peux dire que j'ai un nozzle de 0.4. Si vous changez entre un 0.4, 0.8, tout ça, vous n'êtes pas nécessairement obligé de le changer là-dedans. Ça, c'est pour faire certains calculs. Si vous avez une tête, par exemple, Revo, puis vous changez les têtes facilement, puis vous mettez une 0.8, si vous le mettez dans le slicer, ça va marcher pareil en passant. OK? Donc, vous n'êtes pas obligé de le changer dans le firmware à chaque fois. Filament diamètre 1.750, ça c'est important pour faire son calcul de flow. Ensuite de ça, heater pin. Alors ça, c'est la pin où est-ce que votre cartouche de chauffe va être. Sensor type, ça c'est important parce que c'est, par exemple, vous avez un PT100, un NTC100, je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit, EPCOS 100K, si vous avez une Revo par exemple, ce genre de truc-là. Alors ça, c'est important d'aller voir avec le fabricant, savoir quel type de sensor que vous avez. Alors, sensor pin. Alors, le sensor pin, ça, c'est la sonde de température sur laquelle, là, vous dites, ouais, mais il y a juste une pin, mais j'ai deux fils. Il y en a un qui va être, par exemple, le voltage, l'autre le signal, ou le ground et le signal. Donc, c'est tout le temps comme ça que ça marche. Donc, c'est pour ça qu'on spécifie juste une pin, parce que l'autre est connecté soit sur le voltage ou le signal, dépendamment du type de sensor. Ensuite de ça, on peut avoir les PID KP, PID KI, PID KD. Ça, c'est pour le PID.
Ça, c'est pour la fluctuation là, de la tête de chauffe. J'en parle pas ici, là, mais si vous voulez savoir c'est quoi le PID, puis c'est important de l'ajuster pour votre imprimante, recherchez comment ajuster le PID sur Klipper ou sur Marlin, dépendamment de votre imprimante. Mais on peut le mettre directement là-dedans, ou je peux le faire par la suite, puis le sauvegarder en mémoire. Donc, moi, je vous dis, prenez-le en note, mettez-le là, comme ça, s'il y a un problème, puis vous flashez le firmware ou quelque chose de même, il est déjà dedans. Donc, écrivez-le là-dedans, faites pas juste le sauvegarder en mémoire. Max Extruder Only Distance, c'est, par exemple, si j'envoie une commande d'extrusion, puis je me trompe, je mets 100 000 au lieu de mettre 100 mm, ça va extruder pendant des heures. Bon, peut-être pas des... Bon, peut-être. Alors là, je pourrais dire, par exemple, une commande d'extrusion maximum, c'est 100 mm. Comme ça évite d'avoir des problèmes. Bon, min temp, max temp, température minimum pour commencer à extruder du filament, puis température maximum que la buse va supporter. On peut mettre des petits extras là-dedans, dans cette section-là, dans la section extrudeur. Je pourrais mettre full step per rotation. C'est le nombre de steps pour une rotation. Alors, je pourrais le calculer comme ça. Je peux mettre aussi le gear ratio. Autrement dit, si j'ai une boîte de démultiplicateur. Je peux ajuster le pressure advance. Mais ça, j'en parle dans une autre vidéo. Max power. Alors, le max power, c'est quoi? Ça va indiquer c'est quoi le courant maximum que je vais mettre dedans pour la chauffe. Par exemple, si je veux que j'ai une cartouche qui chauffe extrêmement vite, mais je trouve qu'elle chauffe trop vite pour une raison X ou Y, bien, je peux la mettre à 50%. Elle va chauffer donc 50% du temps. Ça va y prendre un petit peu plus de temps. C'est particulier, mais peut-être que vous allez en avoir besoin un jour. Pull-up resistor. Normalement, c'est la résistance en ohm de la thermistance. On peut en avoir besoin à l'occasion. Ensuite de ça, smooth time, c'est durée en secondes entre chaque lecture. Donc, je peux dire lit à chaque seconde ou lit à chaque demi-seconde. Il faut faire attention, si je dis lit à toutes les 100 millièmes de seconde, bien, ça va prendre beaucoup de temps processeur. Okay? Donc, normalement, une seconde, si vous voulez vraiment être agressif avec la température, faites-le aux demi-secondes, mais aux secondes, c'est correct. Max delta, ça c'est intéressant. Max delta, c'est quoi la tolérance maximale que vous supportez sur une même température. Par exemple, vous dites que l'imprimante doit commencer à imprimer à 210, ben, elle va peut-être commencer à 208 ou même si elle est à 212, elle va imprimer pareil. OK? Si vous mettez un max delta de 10 degrés, ben elle va puis vous dites imprime à 210, ben, qu'elle soit à 200 ou à 220, elle va imprimer pareil. Moi, je vous dirais 2-3 degrés, à moins que vous ayez une tête qui fluctue vraiment beaucoup. Là. Mais non, si vous avez une tête qui fluctue vraiment beaucoup au niveau de la température, faites votre PID. Ensuite de ça, PW Cycle Time, c'est durée du cycle de chauffe. Touchez pas à cette option-là. Okay? Je l'ai mis là parce que vous allez le voir dans la documentation, mais c'est les durées des pulses de chauffe. Si vous mettez ça à 3 secondes, au lieu d'envoyer des pulses de 0,1 seconde fréquemment, il va envoyer une seconde intense de courant, puis là, ça pourrait endommager votre carte. Puis, min extruder temp, c'est la température minimum pour faire extruder. Tantôt, j'ai dit min température, là, c'est la température minimum que la buse va commencer à travailler, mais je pourrais dire que min extrude temp, que à partir de 160, là, tu peux commencer à faire sortir du filament. Je pourrais dire ça. Si vous mettez min temp, ben, l'autre est plus ou moins nécessaire, à moins que vous voulez juste des fois faire un changement de filament à une température peut-être un petit peu plus froide, ben, ou faire un cold pull, là, autrement dit, mettons, quand j'ai quelque chose de bouché dans ma buse, je le fais chauffer par exemple à 160 ou 140, puis là je le fais tirer, mais vous voulez le faire par l'extrudeur, ben, ce sera une option qui pourrait être intéressante. Donc, ça c'est pour la section extrudeur. Maintenant, heat bed. Heat bed, j'ai la section pin. Alors, c'est heater pin. Alors, c'est pour les autres. Sensor type, même chose que pour l'extrudeur. J'ai besoin du bon type de sensor. Sensor pin, ça va être la température pour le bed. Ensuite de ça, contrôle PID. Alors, j'ai mes PID, minimum, température minimum, température maximum. Donc, ça, c'est assez standard. Ceux qui connaissent Marlin, c'est à peu près la même chose. Fan. Ça, c'est le fan de refroidissement des matériaux. Alors, vous pouvez en avoir 2, vous pouvez en avoir 3, ça pourrait être fan 1, fan 2, fan 3. Et puis, c'est là que vous allez le mettre. Puis là, vous dites le type le numéro de pin, la pin où ce qui est connecté.
Alors, Heater Fan, My Nozzle Fan. Alors, My Nozzle Fan, ça c'est le nom de mon ventilateur de tête. J'aurais pu donner un autre nom. C'est défini dans un autre fichier, mais par défaut ici, il s'appelle My Nozzle Fan. Alors, Heater Fan, alors j'ai la pin, j'ai à quel heater, ça c'est à laquelle qui est attaché, parce que je pourrais avoir extrudeur 1, extrudeur 2, puis avoir des fans différents. Donc ici, j'ai, mettons, dans le mien, j'ai rien qu'un extrudeur, donc heater après l'extrudeur, mais je pourrais avoir différents extrudeurs. Heater température, il va déclencher à 50 degrés, puis fan speed 1. Ça, je ne sais pas, hein. Je l'ai mis là, mais je vais valider, mais je pense 1, ça veut dire que c'est 100% de la force, ou par défaut. Il va falloir que je regarde. Alors, ça ici, je vais mettre la note ici, c'est peut-être une erreur que j'ai faite dans mon document. Alors, MCU. MCU, c'est quoi? C'est pour localiser l'imprimante. Quand je branche l'imprimante USB mettons, à mon Raspberry Pi ou quelque chose en même, je vais voir dans /dev/serial/byid le numéro de l'imprimante. C'est ça qu'il faut que je mette là-dedans. C'est, dans le fond, la carte mère de l'imprimante que je connecte dans le port USB. Ou si c'est une carte mère qui le supporte directement dedans, si vous allez dans /dev/serial/byid, vous allez voir un numéro là. Souvent, ça va commencer USB-clipper souligné. Par exemple, si j'ai une LPC 1969 avec un numéro ça de long, ben ça, c'est mon imprimante. C'est ça qu'il faut que je mette là-dedans. Des extras par rapport à cette section-là, je peux ajouter le baud rate, la vitesse de connexion. Si vous avez du CAN bus, on peut mettre le CAN bus UID, l'interface de CAN bus. Si, admettons, je voudrais plusieurs cartes mères qui travaillent ensemble sur une imprimante. Par exemple, j'ai une imprimante à 12 moteurs, puis j'ai 2 cartes mères à 6 moteurs. Bien là, je pourrais utiliser le CAN bus pour les faire parler ensemble, là. Puis, Restart Method, ça va être selon l'équipement. Si vous avez un board Arduino, un board Cheetah, un Raspberry Pi USB, peu importe, là, par défaut, on met Arduino, parce que normalement, mettons, si j'ai un chipset sur ma carte mère qui est un Atmel ou un STM, ben c'est comme un gros Arduino, si on veut. Donc, c'est pour ça qu'on met Arduino. Printer. Les choses importantes, c'est kinematics. C'est le type d'imprimante. Je peux avoir, je vais vous le lire parce que c'est intéressant. Je peux avoir cartésienne, alors que c'est le bed qui bouge comme ça, puis avec la tête qui se déplace comme ça. Je peux avoir delta. Je peux avoir deltasienne. C'est que deltasienne, c'est 2 bras comme ça qui font bouger, comme une delta, mais à 2 bras, qui font bouger le X et le Y, puis le Z, c'est le bed qui se déplace comme une cartésienne normale. Ça s'appelle une deltasienne. Je peux avoir un core XY. Core XZ, c'est le XZ qui bouge. Hybrid Core XY Polar. Alors, je me rappelle plus c'est quoi Polar. Vous checkerez sur Internet, il me semble. Là. Polar, c'est quoi déjà? C'est un type d'imprimante que j'ai rarement vu. Rotary Delta, Winch, None. Alors, il y a différents types d'imprimantes. Normalement, ce qu'on va retrouver là-dedans, c'est cartésienne ou Delta. Toujours dans la section Printer, Max Velocity, c'est la vitesse en millimètres par seconde de la tête versus l'impression. Okay? La tête versus l'impression que je suis en train d'imprimer. Max Acceleration, c'est l'accélération en millimètres par seconde carré de la tête, toujours face au print qui est sur le bed. Parce que le bed, il bouge hein, aussi. Donc, il va calculer ça toujours par rapport au print, pas par rapport à lui-même. Un petit fait intéressant. Max Z Velocity, vitesse max en millimètres par seconde du Z par rapport à l'impression. Max Z Acceleration, ici on parle de l'accélération. Square Corner Velocity, c'est la vitesse de la tête lorsqu'elle vire un angle de 80 degrés. La vitesse maximale de la tête. N'oubliez pas que si, mettons, je mets un 5 mm par seconde, un Square Corner Velocity à 5, okay, ben si j'étais à 45 degrés, il va être plus rapide. Okay, ce n'est pas tous les angles qu'il va faire à 5, il va faire un calcul. Si par exemple, sur un 180, sur une ligne droite, il se déplace à 200, puis je fais juste mettre 178 degrés, il va juste ralentir un petit peu pour faire son angle, puis il va repartir comme ça. Mais si je le mets, par exemple, à un angle de très serré, de 3 degrés, ben là, il va descendre au minimum, qui est celui qui est défini ici. Là. Corner Velocity, il est passé 90 degrés, plus serré que 90 degrés, ça va être cette valeur-là qui va s'appliquer. Alors, ça, c'est la section Printer, c'est pas mal les choses qu'on a besoin de mettre dedans. Si je regarde, mettons, si vous avez un BL Touch, la section BL Touch. Alors, je peux avoir le Sensor Pin. Alors, ça, c'est le fil blanc d'un vrai BL Touch. Faites attention si vous avez un Creality, si vous avez un 3D Touch ou peu importe quel type de touch.
Des fois, les couleurs ne sont pas les mêmes. Donc là, je parle ici d'un vrai BL Touch de Antlab, là, de vrais BL Touch. Alors, le Sensor Pin, c'est le fil blanc. Le Control Pin, c'est le fil jaune. Puis le Offset, c'est la distance du BL Touch, du déclenchement, par rapport à la buse. Donc, c'est ça. Y Offset, c'est la différence en X par rapport à la buse. Alors, par exemple, Y Offset, c'est par rapport sur le Y par rapport à la buse. C'est-à-dire, si, mettons, mon BL Touch est en arrière de ma buse, mettons, de 3 cm en arrière de ma buse, ben, je vais mettre moins 30. S'il est en avant, je vais mettre plus 30. Même chose pour le X Offset, mais là, c'est pour le X. Sample. Alors, sample, c'est le nombre de palpations qu'il va faire. Je peux faire 1 palpation, 2 palpations, 3 palpations. Sample result, average. C'est-à-dire que je pourrais y aller, par exemple, avec le premier result ou le result le plus près. Moi, je vous recommande, mettons, de faire 2 palpations puis prendre une moyenne des deux. Normalement, c'est assez précis. Store on each sample, ça vaut la peine. C'est que, sans ça, mon BL Touch, je vais faire clic, 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 si j'ai 3 palpations. Si je le mets à True, il va juste descendre, il va le déclencher, mais il ne fera pas de rétraction. C'est beaucoup plus rapide, puis moins bruyant. OK? Alors, il va faire 1, 2, 3, clic. Clic. OK? Ça, c'est l'option Probe with Touch Mode. Extra, je peux décider la vitesse à laquelle il va faire ses palpations. C'est l'option Speed, excusez-moi. Ça, c'est le... Non, excusez-moi. Speed, c'est la vitesse de déplacement entre les points de palpation. Puis Lift Speed, c'est la vitesse de déplacement du Z entre les palpations. OK? Donc, Speed, c'est la vitesse de déplacement entre les points. Puis Lift Speed, à quelle vitesse il va lever entre ses palpations. Save the homing. Par exemple, quand j'ai un BL Touch, je ne peux pas faire le home n'importe où. J'ai besoin d'être au centre du bed, par exemple. Donc, il y a besoin d'avoir le X et le Y de home de fait avant de commencer son Z. Je ne peux pas juste dire « fais le home du Z » sans avoir fait le XY. Donc, le Save the homing, c'est ça que ça active. Home XY position, c'est-à-dire où est-ce qu'il va faire son homing. Si j'ai un bed de 300 par 300, bien, ça va être 150 par 150 en plein centre, par exemple. Speed, la vitesse pour aller là. Z-Hop, la vitesse qu'il va lever avant de se déplacer. On peut mettre 5 ou 10 mm. Puis Z-Hop Speed, la vitesse qu'il va lever. Alors, le Z-Hop, c'est à la hauteur qu'il va lever, puis Z-Hop Speed à la vitesse qu'il va lever. Ensuite de ça, Bed Mesh. Ça, c'est une autre section. Alors, Speed, lorsque je vais faire ma palpation, alors je peux dire la vitesse de prise du bed. Alors, si j'ai une imprimante qui est très rapide, je peux le mettre à 400, 500. Mesh minimum. Alors, c'est le premier point que je vais aller palper. Parce que des fois, je ne veux pas nécessairement aller palper directement sur le coin. Normalement, je veux commencer dans le coin de la première vis. Peut-être si j'ai des vis en dessous de mon bed. Donc, peut-être un 10 par 10 ou un 30 par 30. 30,30 par exemple. C'est XY. Mesh max, jusqu'où je vais aller sur mon bed. Probe count, nombre de points à faire dans un sens et dans l'autre. Si je mets 5, 5, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Puis il va faire 5 rangées de 5. Si je mets 3 par 3, il va aller au coin, au centre, à l'autre coin. Au milieu, en plein centre du bed, puis de l'autre côté. Puis à la fin, même chose des 3 points. Mesh PPS, ça c'est le nombre d'interpolations à faire entre 2 points. Ça, il va le calculer. Mettons, je mets 2 par 2. Puis, mettons, l'interpolation, c'est le Mesh PPS. Là. Mettons, il fait 3 palpations, mais lui, il va se calculer des points bidons entre les deux. Là. Il va en calculer 2 points comme ça, puis 2 points comme ça. Donc, lorsque je vais regarder ma map, ma carte, ben, il va avoir ajusté entre les places où il n'y a pas pris de points. Si, par exemple, je fais 5 par 5, c'est un bed de 300 par 300, mais entre chaque carré de 5 par 5, il va calculer 2 points de plus et 2 points de plus. Donc, ça commence à être précis. Ensuite de ça, algorithme. Je peux avoir Lagrange ou B-cubique. Ce que vous devez savoir, si j'ai pris en note là, un Lagrange, il y a un maximum de 6 probes par PPS, autrement dit par point de palpation. Cubique, ça va être un minimum de 4 par probe de palpation. Par défaut, c'est Lagrange. Okay? Si on a moins de 4 points sur un axe. Okay? Puis, si j'en ai plus que
si j'ai plus que 4 palpations, mettons 6 ou peu importe, là, ça va être le bicubique. Si vous ne mettez pas rien, par défaut, il va prendre Lagrange. Puis si vous dites, ben, mets-en 10, ben, il va prendre bicubique automatiquement. Bicubique tension, c'est l'ajustement ou l'augmentation de la courbe interpolante 2 ppс. Ça, je vous dirais, touchez pas à ça, mais je pense qu'il faut le mettre. Move check distance. 3, c'est la distance minimum pour un changement d'auteur du Z avant de générer un nouveau point. C'est-à-dire que, mettons, j'ai un 5 par 5, puis j'ai un move check distance pour générer un nouveau point, puis il y a une grosse différence entre les deux, puis il veut générer un point entre ces deux points-là, bien, il ne pourra pas le faire dans les 3 premiers millimètres. Sans ça, le bed, il aura l'air d'une carte de montagne. Okay? Alors, ça prend quand même une moyenne, puis ça permet de dire, génère pas des points plus que en bas de 3 mm. Alors, par défaut, 3 mm, c'est en masse. Split delta Z, c'est-à-dire si mon premier point est à cette hauteur-là, mon deuxième point est à cette hauteur-là. Là, j'exagère un petit peu. Là. OK? Eh bien, ça va prendre combien de déviations pour générer un nouveau point? C'est-à-dire ici, mettons, on va dire lui est à 0 parfait, puis lui est à 0.2, puis je mets à 0.01, c'est-à-dire qu'il pourrait créer un nouveau point à toutes les 0.01. Là, il faut que je tienne compte aussi de mon move check distance, 3 mm, mais mettons qu'on n'en tient pas compte, là, mais il créerait un nouveau point à toutes les 0,01 mm de différence. OK? Oui, ça peut être compliqué, mais c'est pour ça que Clipper est quand même très poussé au niveau des options. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir ça. Pour ça, je vous dis, trouvez-vous un printer.cfg puis faites-le. Donc, fade start, fade end, c'est la hauteur du Z à laquelle on commence l'ajustement du Z, puis la hauteur à laquelle la hauteur du Z s'ajuste, se termine. Ça, je pense qu'ils sont optionnels, ces deux-là, donc vous n'êtes pas nécessairement obligé de les mettre. C'est savoir à quelle hauteur le Z, on va commencer à faire un ajustement ou pas. Mais normalement, on ne les utilise pas. Il y a une coupe d'extra. Par exemple, pour les deltas, j'utiliserais le Mesh Radius pour le rayon à palper. Le Mesh Origin, c'est pour les deltas, c'est les coordonnées XY du centre du maillage. Des fois, le BL Touch n'est pas nécessairement où que la tête est, donc je veux le faire déplacer un petit peu pour ça. Round Probe Count, excusez-moi, pour les nombres de palpations maximum sur un axe, c'est-à-dire ça va être dans la grande ligne. Là. Mettons, j'ai 5 palpations dans la grande ligne du centre, il va en faire 4, ensuite il va en faire 3, il va en faire 2, dépendamment de comment il fait son calcul. Split delta Z, même chose comme ça, la différence. Qu'est-ce qui va déclencher un point pour une delta? Relative distance index, ça ici, c'est que chaque point, normalement, a un numéro généré. Chaque point de palpation a un numéro généré, ça s'appelle un index de référence. Alors là, je pourrais dire un numéro forcé pour chacun des points. C'est-à-dire qu'on commence à... Le premier point va être le point 3, 5, 7, 9, ainsi de suite. On pourrait faire ça parce que je pourrais dire, mettons ça dit que le point, je sais pas, le point 17 est plus élevé que les autres. Bien, si je les ai préalablement définis, je vais savoir exactement c'est quel point et à quelle place j'ai une bosse sur mon bed. OK? Je pourrais aussi avoir faulty region. Si j'ai une section qui est vraiment bousillée sur mon bed, mais que j'ai un grand bed d'1 mètre par 1 mètre, puis j'ai une section qui est bousillée, parce qu'il y a une pièce qui est tombée dessus, puis ça fait un trou dedans, bien, je peux dire cette région-là, tiens-en pas compte. OK? Puis là, ça marche en X et Y, puis on va faire le corps avec ça. Fait que ça, c'est pour la section bed mesh. Maintenant, il y a une section qui est pour les drivers, c'est-à-dire, mettons, j'ai des TMC 2209, il va y avoir une section TMC 2209, stepper X, stepper Y, stepper Z, ainsi de suite. Je vais avoir la pin du UART, si on utilise le UART. Ensuite de ça, Run Current, ça va être le VREF. Alors, je ne suis pas obligé de prendre, je peux prendre mes multimètres pour le mesurer, mais je ne suis pas obligé de tourner la vis. Donc, je peux faire à quelle vitesse, ça va être quoi mon VREF. Je peux changer directement à partir de là, ce qui est plutôt bien. Ça demande un redémarrage, par exemple, du firmware pour le prendre en note. Hold Current, c'est que, par exemple, une Delta, quand il y a un moteur qui ne bouge pas, ou par exemple, mes Z dans ma cartésienne, les moteurs ne bougent pas, ils ne changent pas, alors ils vont tenir la position en place. Je peux réduire mon courant pour éviter que ça chauffe. Donc, ça s'appelle le Hold Current. Normalement, je vais le mettre plus bas, 1 ou 2, 0.1 ou 0.2 plus bas que mon VREF normal de mouvement.
Stealth Chop Threshold, ça c'est le déclenchement du mode Stealth Chop. Stealth Chop, c'est là qu'il va rendre le moteur beaucoup plus silencieux. Donc, moi, je vous recommande de le mettre à 0. Si vous ne le mettez pas à 0, vous êtes en mode hybride. C'est-à-dire il va être bruyant jusqu'à une certaine vitesse, puis passer une certaine vitesse, là, il va tomber en mode Stealth Chop, puis il va arrêter de faire du bruit. Donc, moi, je vous dis, mettez le Stealth Chop Threshold à 0, comme ça, il va tout le temps être en mode Stealth Chop. C'est la même chose pour la section TMC, mettons 2209, Stepper Y, Stepper Z, puis Stepper Z1, Z2, Z3. Là. OK? Il y a une autre section maintenant qui est importante, c'est la section des macros. À quoi ça sert les macros? C'est qu'au lieu d'avoir à taper tout manuellement, bien, vous pouvez faire par exemple un macro pour partir les impressions, par exemple si j'en ai un. Ensuite de ça, pour arrêter, quand vous arrêtez l'impression ou faire une pause, des choses de même. Par exemple, pour le Start Macro, OK, bon, je mets par exemple, je change le default température pour 60, puis extrudeur température à 200. Vous savez, quand on fait Preheat, PLA ou quelque chose de même avec, bon, ben ici, je pourrais le faire avec ça ici. Par exemple, ensuite de ça, je set mes températures. Ensuite de ça, je fais un home avec un G28. Ensuite, je peux faire un G29 pour faire tout le... Si j'ai un BL Touch, là, pour faire tout ça ici. Je peux faire une coupe de G-code à chaque fois que je pars un print. C'est qu'au lieu de mettre ça dans mon slicer, ben, je peux le mettre directement dans mon imprimante. Puis dans mon slicer, avoir le minimum. Si je veux qu'il fasse une ligne de purge à toutes mes impressions, je peux le mettre là-dedans aussi. Si j'ai une delta puis je veux faire un cercle autour sur le périmètre externe, ben, je pourrais le mettre dans Start. Puis dans mon slicer, j'ai juste besoin de caler ce macro-là ou simplement le configurer là-dedans. Il y a d'autres places qu'on peut configurer pour que ça le fasse automatiquement. Même chose pour la fin du print, je peux dire arrête tous les moteurs, arrête, etc. Ces trucs-là. Donc, ici, je peux mettre plein de macros. Je peux en mettre comme je veux. Par exemple, je veux faire un nivellement de bed, puis là, je veux m'assurer que, je ne sais pas moi, mon bed est chaud, que ma buse est à 200 degrés, que j'ai pas de filament, donc je vais faire essuyer la buse sur une petite brosse, une brosse que j'ai mis. Alors, je pourrais faire une macro qui s'appelle Bed Leveling, puis là, qui va faire chauffer la buse, qui va faire chauffer le bed, qui va nettoyer la buse, qui va faire une rétraction de 20 mm de mon filament, et ensuite qui va faire mon G29, par exemple. Alors, c'est à ça que ça sert les macros. Je peux faire toutes sortes de trucs, c'est vraiment intéressant. Puis la section macro, bon, vous la commencez en bracket, vous marquez G-code souligné macro, le nom de votre macro. Puis là, vous rentrez soit les commandes G-code 2 points avec un espacement ensuite. C'est combien? C'est 2 caractères d'espace. Puis là, vous rentrez tous vos codes G, vos codes M. Puis vous terminez ça de même. Puis la macro ensuite va être disponible. S'il y a une erreur dans votre macro, alors quand vous allez sauvegarder le printer.cfg, puis vous allez redémarrer l'imprimante, ça va dire que le firmware n'est pas disponible parce qu'il y a un problème avec votre printer.cfg à telle ligne. Donc, aussi, ce que je peux faire, je peux inclure d'autres fichiers. Par exemple, si j'ai un ADXL 345, je peux mettre en bracket le nom du fichier. Okay? Include, mettons, ADXL345.cfg. Alors, il va aller lire la config. Je ne suis pas obligé de tout mettre dans ce même fichier-là. Je peux avoir différents fichiers. Des fois, ça évite de faire des petites erreurs de manipulation ou des choses de même. Ou réutiliser un fichier pour envoyer à une autre imprimante au lieu de juste copier la section. Bref, c'est une différente façon de faire. Je peux le mettre directement aussi dans printer.cfg, mais je recommande, par exemple, tout ce qui est ADXL, tout ce qui est macro. Vous pouvez vous faire un fichier macro, puis à l'intérieur du printer.cfg, mettre en bracket include macro.cfg, par exemple. C'est une autre façon de faire. Vous allez voir aussi à la fin, si vous faites un PID automatique de l'imprimante, des choses de même, il va y avoir une section que c'est dièse, étoile, dièse, puis ça dit Save Config. Quand vous sauvegardez la config, ça va le mettre à cet endroit-là. N'allez pas jouer avec. Tu sais, tantôt, j'ai dit, vous pouvez simplement faire votre PID puis le sauvegarder. Bien, il va aller le mettre dans cette section-là. Donc, ça, c'était mon printer.cfg. Ça fait beaucoup de trucs, mais il y en a encore beaucoup plus que ça. J'ai dû couper plus que la moitié des points juste pour partir avec ceux-là. Je sais que ça a été vite, mais au moins vous avez l'explication. Puis si des fois il y en a que ce n'est pas clair, je vous invite d'aller voir la documentation de Klipper directement. Il est en anglais, en français, puis ça va vous donner plein de bels exemples. Mais ça ici, c'était pour vous aider à partir avec les options qu'on voit le plus souvent. Donc, c'est quand même assez long, c'est quand même assez technique. On n'a pas vu grande imprimante là, mais ça fait partie de Klipper.
Alors, quand je disais dans l'autre vidéo que attacher vos tucs, c'est pas super facile, c'est pas un long fleuve tranquille, installer Klipper. Alors, vous en avez une partie de la preuve. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup aux supporters de la chaîne qu'on voit défiler à l'écran. Merci beaucoup et à bientôt.